Deuxième épisode de ce passage dans l'art contemporain. Et pour ceux qui sont inquiets, qui s'hérissent le poil dès qu'on parle d'art contemporain, on est sur la période 64-81. On avait laissé 64-67 comme une période de grande transformation sur les formes. Performance qui est arrivée, on va y revenir. Art minimal, on n'a pas parlé d'art conceptuel qui va nous amener encore plus loin. Le fait que petit à petit, des formes qui étaient connues sont plus forcément les formes dominantes, ne serait-ce que la photo par rapport à la peinture. Et j'ai essayé de l'expliquer hier, j'ai pas eu le temps de vous dire que le fond d'écran, c'était un travail de 77 de Nancy Sherman, où elle se met en scène comme étant héroïne d'un film. Donc on voit dans cette période de pas l'après-guerre, 64-81, c'est quand même un peu plus, comment dans ce post-modernité, on va petit à petit si on va vite, les techniques vont devenir de plus en plus ouvertes à tout le monde. À l'époque moderne, il faut faire quelque chose de radicalement nouveau, il faut tourner la page de ce qu'il y avait avant, et vous savez, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube en regardant les vidéos depuis 1800. Je ne fais pas mon âge, c'est que l'époque moderne, c'est la table rase, en fait. Une révolution, c'est une planète qui tourne sur elle-même et qui fait oublier ce qu'il y avait avant, et donc on a une succession. Ça sert à rien de l'apprendre, hein, de romantisme 1800, 1850, réalisme, impressionnisme, cubisme, etc. Toute cette succession de nouveautés chasse la précédente. S'il y a quelque chose qui différencie l'époque moderne de l'époque contemporaine dans laquelle on se trouve aujourd'hui, entre 64 et 81, entre souvent l'après-guerre, on dit 45, mais ça m'a intéressé de ne pas m'arrêter à 45, de voir que dans les années 30-40, il y avait des choses beaucoup plus intéressantes qui faisaient une transition. Il y a dans l'époque contemporaine des gens, et ça va vous réjouir si tous ces bizarreries vous interrogent, font de la peinture comme celui qu'on voit ici qui s'appelle Sam Francis, qui est un pur génie de la peinture. J'aimerais montrer comment il est un artiste contemporain en me servant de cette notion que j'ai piquée à Catherine Millet de polarité, c'est-à-dire comme un aimant qui attire une chose et son contraire. On pourrait appliquer ça à des tas de domaines. Hein. Une œuvre a un intérêt quand elle n'est pas unique, justement quand elle a de la complexité en elle, et donc quand elle veut dire plusieurs choses. C'est aussi ça qui fait sa richesse, on ne comprend pas tout de suite. L'art contemporain va accentuer ça, c'est-à-dire le rapport entre le discours et l'objet qu'on voit, le rapport entre les médiums, ce que j'ai voulu montrer en commençant sur le cinéma, c'est-à-dire le cinéma, c'est un art, c'est pas un art. Certaines formes oui, certaines formes non, il lui faut toute une étape pour le reconnaître. Quand on est en train de chercher, quand on est dans du contemporain qui innove, on n'a pas forcément la réponse à cette question et c'est ceux qui ont une conception de l'art, on dirait essentialiste, c'est-à-dire qui sait ce qu'est l'art, voilà. Comme dirait, et c'est Duchamp qui dit ça, en fait, tout le monde sait ce qu'est l'électricité, c'est-à-dire il suffit de mettre sa main au mauvais endroit, prendre un coup de jus pour comprendre que on voit très bien ce que c'est que l'électricité, mais s'il faut l'expliquer, ça devient très concret. Il dit, il y a un peu la même chose avec l'art, dans les entretiens qu'il a avec Pierre Cabane, qui sont très passionnants. Si vous avez une allergie au monsieur Duchamp, vous pouvez lire ce qu'il dit, c'est un homme très intelligent, et qui justement s'amuse de savoir ce qu'on devrait savoir a priori ce qu'est l'art. S'il y a quelque chose qui passionne l'art contemporain, c'est ça, c'est démonter ce qu'on croit être l'art. Par contre, la différence avec la modernité, parce que le moderne qui fait quelque chose de nouveau, il cherche à faire oublier ce qu'il y avait avant. Le passage, j'ai pris une petite photo pour commencer, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 20, l'école de Paris, qui a été un terme qui est un peu inventé, constitué d'étrangers, alors c'est un terme fait par les historiens de l'art, on a vu que ce sont les historiens de l'art qui font l'histoire de l'art en fait, et que l'art n'est pas tout à fait la même chose, il suffit quelquefois de 20, 30 ans, 100 ans pour découvrir un artiste très à la mode à un moment donné, et puis qui disparaît ensuite, et puis qui est redécouvert après. Mon prof de peinture, Philippe Lejeune, qui était jeune élève de Maurice Denis aux ateliers d'art sacré en 45, 44, disait qu'il y avait deux peintres à Paris, c'était Picasso et Souverbi. Dommage, Souverbi est très talentueux, vous devriez le connaître. C'est l'occasion de le découvrir et de chercher. Voilà, il y a des choses à la mode, comme dit Cocteau, qui disparaissent avec la mode. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans l'art contemporain, il y a de la peinture et de la très bonne peinture. Par contre, ce qui va nous servir pour cette idée de polarité, c'est que la peinture de Sam Francis, elle est entre deux choses continuellement, dans une tension entre
les USA et la France, où il veut venir dans les années 20, où il veut venir dans les années 50. Mais dès les années 20, il y a des artistes qui viennent en France. Les deux plus connus, il est américain, hein, Man Ray, on l'oublie, et Calder, qui passe du temps à Paris. Vous devez savoir aussi, puisque c'était la mode lors de ce premier petit confinement, Paris est une fête. Et donc, on a Hemingway qui traîne ses guêtres à Paris et Scott Fitzgerald avec sa Zelda préférée, dont on pourrait lire ne serait-ce qu'une biographie, ça serait déjà pas mal parce que c'est quand même assez passionnant le rapport entre ces deux-là. Aux Beaux-Arts, après la guerre, des soldats américains ont une bourse, ils peuvent venir étudier l'art. Et c'est ce que vont faire aux Beaux-Arts de Paris pas mal d'artistes américains. Certains vont même rester et revenir. C'est John Mitchell dont je vais parler à la fin. Cette école de Beaux-Arts viennent Ellsworth Kelly, que voici tout jeune, qui donnera une peinture très radicale comme celle-ci plus tard, dans laquelle je ne vais pas entrer, mais je vais montrer un petit peu de quelque chose que j'ai très peu montré dans les épisodes précédents, c'est Matisse en fait. S'il y a deux artistes qui influencent beaucoup la peinture américaine, et vous vous souvenez que si je commence en 64, c'est qu'en 64, la médaille de la Biennale de Venise est remise à Robert Rauschenberg, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas cité. Lui et ma femme, ils servent à chaque épisode, mais pas pour les mêmes raisons. Ils sont talentueux tous les deux. Ils sont très impressionnés par le travail de Picasso, sa déformation, son dessin. On le retrouve dans les premiers Pollock, on l'a vu. Et dans la peinture abstraite américaine, Matisse occupe une grande place. On va voir quelques Matisse parce que j'en ai très très peu montré. Il a aussi, on pourrait s'amuser de ça quand on fait de l'histoire de l'art. Quelquefois, on a plus d'influence, non pas mort, mais il y a quelque chose qui passe dans votre travail, qui va nourrir les autres et qui fait que votre travail en lui-même, pas forcément le plus spectaculaire. Le positionnement même de Matisse, il pourrait postuler avec Duchamp et Picasso pour être l'artiste du XXe siècle. Ça ne serait pas mon tiercé du tout, vous l'avez compris. Par contre, il a, dans sa façon de se positionner, une sorte de discrétion, une sorte de réflexion, de distance, qui fait que Matisse apparaît pas tout de suite comme le héros ahuté de mouvements nouveaux. Mais les peintres américains vont adorer ça. Aux Beaux-Arts, donc Ellsworth Kelly, chez Fernand Léger, Seymour Boardman, qui est aussi de la peinture américaine, ça c'est tardif, mais j'ai mis son nom parce que, comme je prononce mal et que je parle à toute vitesse, c'est pas mal de se retrouver. Voilà, et à l'Académie Julian, qui est une académie qui a une grande importance aussi, un merveilleux artiste complexe qui s'appelle Robert Breer, dont voici le travail, des formes assez simples, qui pourraient être issues de Matisse, on va le voir aussi. Le voilà avec, il fabrique, et sa signature est là, on dirait quelque chose de très années 80. D'ailleurs, on va piocher là-dedans, de la peinture qui fait penser à du graphisme, qui joue avec, vous le comprenez, il fait des films aussi, et des volumes. Les Matisse, je les ai mis en vrac comme ils venaient, 1911. Voilà, après le cubisme, après cette décomposition de forme, Matisse était du côté des fauves, c'est-à-dire de la couleur pure. Il va jouer avec la surface du tableau, la plus possiblement sans perspective en fait, et j'ai cherché des séries de fenêtres pour vous montrer à quel point le Matisse figuratif finalement, qui paraît moderne, nouveau, rassurant, est déjà en partie très abstrait en fait, très influencé par les motifs orientaux auxquels il se confronte, mais aussi par un jeu en un sens plus passionnant que Picasso. Picasso est un grand dessinateur, un grand déformateur dans Guernica. Chez Matisse, il essaye, ces papiers découpés peuvent paraître pas très passionnants à première vue, mais il y a quelque chose intellectuellement qui est passionnant dans son travail là, c'est que en faisant des papiers découpés, il règle la question si difficile du dessin et de la peinture. Si vous prenez un papier de couleur, vous avez la couleur, pas besoin de peindre. Mais surtout, si vous découpez avec des ciseaux, vous dessinez une forme. Et cette forme, on le voit ici, hein, ce n'est pas les papiers découpés, mais c'est déjà une sorte d'ancêtre du travail qui va marquer beaucoup Sam Francis. Dès que vous découpez une forme, vous avez un dessin, en fait, vous avez un contour. Le principe de dessiner, c'est de créer des contours et de les varier le plus possible. C'est là où on va dire, comme artiste nourrissant les autres, Matisse va emmener beaucoup plus loin le travail, beaucoup plus nourrir ses suiveurs. Alors on a des choses
du sud fauve, et on peut avoir des choses qui sont des merveilles d'abstraction. Les tours de Notre-Dame, on les reconnaît à peine par la fenêtre, côte-côte, parce que les éléments de construction, la façon dont la couleur a été posée, par touche, par transparence, par frottis dans le sec. Voilà, la toile est sèche en dessous, on prend une peinture, un pinceau un peu dur, et puis on frottouille l'ensemble. On a quelque chose qui va jouer avec ce qui est dessous et ce qui est dessus. L'influence de Matisse la plus forte, c'est chez Mark Rothko, qu'on a vu, un peintre américain, qui va jouer d'une surface la plus simple possible. Alors, en un sens, l'autre aussi, j'ai besoin de vous rappeler que Pollock est le grand héros de cette nouvelle peinture américaine du bascule de la guerre mondiale. Voilà. L'Europe tenait la main de l'art, était le plus en avance dans cette modernité. Et puis la guerre, les difficultés de la guerre, la migration d'une grande partie des artistes d'avant-garde aux États-Unis va nourrir l'art américain et va lui donner l'occasion d'être en 64 leader reconnu complet. Ce qui m'intéresse chez Sam Francis, c'est qu'il est le fils de ça. En fait, il vient en France, il est américain, première tension, il est de l'un, il est de l'autre. Il va croiser John Mitchell et Rio Pell en France, il va passer du temps en France. Dans les années 50, il va passer 8 ans en France, il va avoir son studio à Arcueil. Donc on est vraiment un artiste qui est... Qu'est-ce qu'il fait en France? Quelle place ça peut avoir? C'est là où examiner son travail à partir de tensions internes va m'intéresser. Et entre ces USA et cette France, il y a aussi un autre élément qui va jouer, c'est une petite gouache qui me sert de fond. Et je vais développer beaucoup, c'est pour ça que ceux qui seraient allergiques aux contemporains vont voir de la peinture, vraiment peinture. Les Américains ont un terme qui est merveilleux, qui est difficile à traduire, c'est quand vous avez quelque chose qui est... comment on peut dire ça? Vous voyez, moi je m'appelle Franck et quand on veut me surnommer, on dit Francounet. C'est pas un diminutif, vraiment, il y a un petit rajout qui dit que quelque chose est plus fort derrière. Mon exemple est minable, mais j'ai que celui-là. Et quand les Américains voient qu'il y a de la peinture, je pense à ce qui va marquer le travail de Sam Francis, Clifford Steele, qui fait partie du même univers que Mark Rothko et Jackson Pollock, on va dire, même s'il y a une différence entre les deux, je vais y revenir. Les Américains disent c'est painterly, c'est pas seulement peintre, c'est peinture. On traduit ça, c'est intraduisible. Et ce côté peinture de peintre, hein, comme quelqu'un qui regarderait dans des taches d'huile un peu de couleur qui se dissout dans l'eau, comme quelqu'un qui regarderait des nuages, comme quelqu'un qui regarderait des formes, ou dans des matériaux qui sont en train de rouiller. On a quelque chose qui plaît à l'œil et qui va passionner ces peintres américains. Alors, ce qui se passe pour Sam Francis, qui est un peu particulier, c'est qu'il fait la guerre, donc, et puis il va avoir un grave accident d'avion. Et ça serait un peu vite fait, mais pour briller samedi soir avec vos copains par Zoom, c'est l'occasion de le dire, c'est que vous voyez une expo au Beaubourg Metz il y a très peu de temps, on appelle ça de l'aéropeinture, c'est-à-dire quand vous êtes en hauteur, vous voyez abstrait, hein, quand vous regardez par terre. Là, l'avion rejoint le sol et il a un accident qui le garde en Europe 2 ans. Qu'il garde à l'hôpital 2 ans. Et c'est là qu'il découvre la peinture. Rien de plus que ça. Il n'a rien à voir avec la peinture, rien à voir avec l'art, sa famille non plus. Et il y a un clin d'œil qui est intéressant avec ce que je viens de vous dire avant, c'est que, il en parle lui-même, hein, c'est pas moi qui l'invente, Matisse, vous le savez peut-être, mais à la fin de sa vie, il va peindre beaucoup allongé. Et il décrit quelque chose qui plaît à Sam Francis, qui est que quand on peint, quand on a une toile devant soi, quand on entre dans la toile, si elle a un grand format, il y a une espèce d'apesanteur qui se termine. On ne sait plus très bien si on est allongé ou si on est debout. Quelque chose qui vous transforme. Et ce rapport au champ de la peinture, c'est-à-dire Sam Francis va très vite. Alors, il va suivre des cours avec Clifford Steele aux États-Unis, dont je vous ai montré des images qui sont une espèce de déchirure de couleurs, un ton un peu clair, par endroits, très peu, sur des surfaces. Alors, il faut vraiment le voir en vrai, hein. Il y en a au Centre Pompidou. On a des bonnes définitions de photos en ligne maintenant, donc on peut jeter un œil, hein.
Mais c'est la dimension aussi qui nous importe, puisque quand on parle de champ, il faut regarder cette peinture très très proche. Il faut entrer dedans, sauter dedans, comme vous seriez en train de marcher dans un champ de coquelicots ou de moutarde, vous êtes envahi par la couleur. Les critiques américains vont parler de color field, c'est-à-dire d'une espèce de... C'est là où on ferait une distinction entre Rothko d'un côté et Pollock de l'autre, une espèce d'envahissement de la couleur qui n'a plus de bord, qui n'a plus de limite. Vous voyez, la peinture s'arrête là, mais on pourrait imaginer qu'elle continue, qu'elle soit non seulement de grande dimension, mais chez Steele, s'attaquer au fond sans passer par la figure. C'est-à-dire, on va avoir... vous savez, d'habitude, il y a un objet, des fleurs, et puis derrière, il y a un fond. Quand vous êtes peintre amateur et que vous débutez, le prof que je suis va essayer de vous rendre sensible au fait que le fond, c'est pas du remplissage moche, c'est même plus important. Tout simplement parce que le petit chien ou la fleur qui est devant, c'est facile à reconnaître. Le fond, c'est chiant à regarder et chiant à faire. Donc il va falloir trouver comment l'animer, comment pas mettre votre objet au centre, comment jouer avec le cadre ou avec la forme, comment en traçant un cadre, jouer avec ce décentrement et donner une dynamique au vide qui est derrière en fait. Il n'y a pas de raison, regardez, hop, je suis au milieu, hop, je suis sur la droite. C'est quand même plus marrant, on voit un peu le tableau, on voit un peu moi. Déjà, on peut jouer l'un avec l'autre. C'est mon secret de beauté, je vous le livre, je fais exprès. Voilà comment on peut travailler le fond sans passer par une figure, c'est-à-dire sans passer par la reconnaissance d'un objet dessiné. Ça, c'est une question qui va se poser continuellement à la peinture abstraite américaine et dont vous savez que de Kooning aussi va être un des champions, dont Rauschenberg va être un des champions, c'est-à-dire comment on peut, dans ce travail sur la couleur elle-même, aller plus loin. Alors finalement, quand je vous dis ça, je rattrape le retard de ce qui était précédent. Voilà, Sam Francis qui vient aux États-Unis dans ces années 50 et qui va rencontrer beaucoup de ces artistes et travailler dans une autre ambiance que celle américaine. Et je voudrais vous montrer qui il rencontre parce que finalement, ça permet, c'est ça qui me fait passer Sam Francis dans ces années 64, 67 à 81. 67, c'est sa plus grande rétrospective au musée de Houston. C'est-à-dire de son vivant, il va être célébré et on va exposer son travail. Ça arrive à des tas de gens. Par contre, il s'est passé quelque chose dans ces années 64-71, c'est que les artistes contemporains, on peut montrer leur travail, il est plus aussi radical en fait plus aussi détestable, on va dire, que la période moderne qui choquait le goût, qui faisait qu'on disait c'est pas de l'art en fait. On va être dans un rapport du musée, dans un rapport de l'exposition, de tension, justement, à dire ce que je vous racontais hier, comment faire un musée d'art contemporain. Des directeurs de musée qui disent qu'il y a une incompréhension dans les termes. En fait, on ne peut pas être contemporain, on ne peut pas être de maintenant et conserver dans un musée en sachant ce qui va être bien, ce qui ne va pas être bien. Il y a au cœur du travail contemporain toujours cette tension d'une bonne idée qui peut ne pas durer ou de quelque chose qui est trop en avance pour être compris ou de quelque chose qui paraît trop en avance pour être compris et qui est une merdouille, mais qu'on comprendra plus tard. Si vous aimez des formes populaires, de la chanson, de la BD, du comédien, des films, vous savez très bien que des choses nouvelles apparaissent et qu'elles vieillissent mal et qu'elles sont quelquefois le point de départ d'autres créations bien plus supérieures. Ici, dans les années 52, on a une toile qui est à Pompidou de Sam Francis. Il est vraiment marqué par le travail de style et par cette idée de champ coloré et de vibration de la couleur. C'est pour ça que je me livre à un exercice que j'aime assez, qui va être non pas de raconter la vie de quelqu'un, ou parce que la dimension de monographie de toute l'œuvre de quelqu'un m'intéresse peu. Finalement, le travail par grands artistes, c'était l'époque moderne. Ça. Dans le contemporain, il y a toujours à examiner cette espèce de tension, je crois, qui m'intéresse là sur le... On a dit France, États-Unis. Je pourrais le montrer, je le ferai sur John Mitchell, mais comment cette peinture-là, assez vite, va être marquée par l'impressionnisme, en fait, le dernier Monet. Si je vais un instant, je reviendrai pour Mitchell, mais John Mitchell est une femme tout à fait brillante. Voilà, le Monet que vous connaissez, on est déjà en 1888. Ce sont des meules de foin, mais on est quand même pas loin de la peinture abstraite. Hein. Et surtout, ce qui est très moderne, on l'a dit, c'est de travailler en série. C'est-à-dire, déjà, l'objet lui-même n'est pas très intéressant.
Et il le devient en étant traité selon les saisons, selon les époques, ensemble, c'est-à-dire plusieurs de ces toiles, vous voyez, 65-101, c'est petit format, pas très grand, c'est le jeu de série, le jeu de travail dans le temps qui va être intéressant. Quand Monet s'installe à la fin du siècle à Giverny, c'est aussi l'occasion de ne plus courir après le temps et de travailler sur des choses, sur un petit lac qu'il fait construire et dans lequel il va, avec une peinture comme celle-là, des nénuphars, on a quelque chose qui est tout à fait étonnant parce que si vous êtes un peu coriace à la nouveauté, que vous n'aimez même pas l'abstraction, ça fait 100 ans. Hein. Faut essayer, il faut prendre des cachets. Eh bien, il y a quand même peu de choses qui vous repèrent. Hein. On a les arbres qui sont ici, sont les reflets des arbres qui sont hors du champ, et on a seulement l'horizontalité de ces éléments-là, les virgules de couleur, les petits points de repère des nénuphars qui nous permettent de comprendre qu'on a affaire à une surface d'eau dans laquelle il y a l'objet qui flotte, le reflet de l'objet, le reflet de ce qui est hors du champ. On pourrait tout à fait retourner et ça serait tout aussi bien. Ça a l'air un peu décadré vers le bas. La fin du travail de Monet devient un travail incroyablement... Oui, on reconnaît à peine ce pont, il faut plisser les yeux, ça vous donne un petit air mystérieux comme Clint Eastwood, essayez. Vous avez un petit pont ici, vous avez toute la série de fleurs qui est au-dessus, et puis tout ce feu de lumière qui est tout autour. Une sorte d'omelette norvégienne de couleurs qui est invraisemblable. On n'a plus de repères, on n'a plus de repères de dessin, on n'a plus de repères de formels. C'est pour ça que je dis ceux qui auraient du mal avec l'abstraction seraient quand même bien mal inspirés, puisque je pourrais le faire tourner aussi, on n'a plus d'éléments pour savoir où est le haut, où est le bas, à part quelques horizontales. Et là où vous comprenez que Sam Francis va s'intéresser à ça, c'est cette capacité à aller plus loin que le sujet. Et voilà une tension supplémentaire qui m'intéresse dans le travail de Sam Francis, c'est que Monet, en un sens, c'est la grande peinture française, célébrée même par Clémenceau à sa mort, c'est le funérailles national, c'est quand même très très important. C'est le repère que Guitry va filmer pour le faire connaître. Et en même temps, quand on regarde ça, ça paraît vraiment un gribouillis de gribouillis de gribouillis. Quand on regarde toute la démarche qui a suivi, c'est là où le travail de Monet ne peut pas être regardé qu'une peinture à la fois. Voilà, on ne peut pas dire ça c'est la peinture ou ça c'est la bonne peinture. C'est le sujet qui avance. C'est les peut-être vous préférez celle-ci où elle est trop poussée pour vous et vous vous repérez plus avec les verticalités qui sont là. Nouveau vocabulaire pour parler des peintures. Voilà, verticalité, tâche, écriture, griffe, rythme. Et puis en même temps, nouvelle façon de regarder dans le passage d'une peinture à une autre, à une autre, à une autre. Voilà, dans l'idée de série, de temps qui se retrouve dans l'un et dans l'autre. Ça, c'est le petit Monet. Si jamais ça sonne et qu'on doit se tirer à toute vitesse, John Mitchell, elle ressemble à ça et elle peint ça. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas obsédée par Monet. Et encore plus étonnant, voilà une des tensions américaines que je voulais montrer là, puisque ça a l'air d'être à contre-courant de ce que je vous raconte. Elle vient vivre en France, mais encore pire, elle vient vivre juste à côté de Giverny. Drôle d'idée. Ressentir la vallée, la Véteuil, pardon. Ressentir la vallée, être dans l'ensemble, c'est Édouard Bouba qui la prend en photo en 84, et peindre des grands formats qui ont l'air d'être très très puissants, très bad painting, on pourrait dire, ça a l'air vite fait, mal fait, mais qui ont une présence, quand on les voit en vrai, très très étonnante. Vous voyez, très passionnant, un grand énervement, et puis d'un seul coup, rupture de la toile, et hop, on bascule dans la lumière pure. Je vais y revenir, si le temps ne s'étire pas, il a une certaine tendance, quand je suis avec vous, à s'étirer, il faut reconnaître. Revenons à notre pari de Sam Francis. Je disais tension américaine-française, tension avec l'histoire de l'art, tension avec des artistes contemporains qui peuvent regarder de l'art ancien, qui sont plus dans un déni de ce qui était avant, en fait. Il n'y a plus à tourner la page. On peut regarder du Monet sans inspirer, ça va. Retourner l'idée qui pourrait vous être venue que l'art contemporain, mais je vais en montrer, l'art conceptuel qui expose un objet avec sa définition, va contre toute cette histoire de la peinture, va radicalement contre. Et c'est à l'intérieur de ces polarités, en fait, qu'on circule et qu'on va trouver de la pertinence aux œuvres. Voilà le travail que fait Other White, c'est-à-dire un autre blanc de 1952. C'est une huile qui est au centre Pompidou. Alors, la peinture à l'huile, c'est important parce que c'est des choses qui vont permettre... Ça sèche lentement,
c'est impossible à peindre, hein. Je vous rassure, je fais de la peinture, je l'enseigne aussi. C'est parce que c'est impossible que c'est marrant. On va pas se mentir, c'est-à-dire des fois ça coule, des fois c'est opaque, des fois c'est couvrant, des fois c'est recouvrant, des fois ça sèche jamais, des fois ça se mélange, ça fait du cacaboudin. Et comme il y a plein de variables possibles, c'est tout à fait passionnant. Impossible à gérer, c'est ça qui est drôle en fait. C'est comme les gens qui ont l'air de jouer du hautbois, ou c'est un autre équivalent au golf, c'est parce que c'est impossible que c'est très marrant et qu'on a des tas de variations possibles. Le Sam Francis français rencontre Cherchoun, qui n'est pas très connu, qui a une carrière plutôt au début cubiste, qui va rencontrer aux enfants voilà deux portraits que fait Sam Francis, donc on a des choses figuratives au début. Et ce qui est intéressant chez Cherchoun, c'est qu'il est russe, il est exilé dans les années 20 à Paris, lui aussi. Donc on a cette espèce d'aimant que représente Paris encore dans ces années 20, qui est la fin, quand Francis vient dans les années 50, ça s'est terminé. Mais Cherchoun, il y a quelque chose qui joue avec l'abstrait et qui joue avec la disparition. Ça, c'est très passionnant. Très, très peu connu de personnes. Pas beaucoup de moi non plus. Et je trouve ça très intéressant de vous montrer à quel point il y a une forme qu'on devine. Là, vous voyez, quand la dimension du tableau, quand il est pris en lumière rasante, on voit bien que la peinture, c'est aussi, tiens, une piste intéressante si vous vous dites, pourquoi ils nous mettent plus de peinture, l'art contemporain, mais dans un monde des médias comme celui que je partage avec vous en ce moment, voilà, un écran, qu'est-ce que tu veux voir ça? Il n'y a pas moyen. Alors on pourrait penser que le monde de la photo, de la vidéo, le monde numérique va pallier à ça et qu'il y a un art qui soit adapté à notre société contemporaine des années 80, 1980. Et en fait, il s'est passé quelque chose de merveilleux qui me permet de vous montrer ça encore, c'est que justement dans ce monde virtuel, on a envie de voir des choses en vrai. Voilà, le Cherchoun va croiser la route de Sam Francis et voici le travail de Sam Francis, je dirais en 5 étapes. Sam Francis va faire de la peinture abstraite tout le temps. De la peinture qui, si vous aimez la couleur, va vous ravir. J'en ai pour 10 minutes au moins à vous montrer une avalanche de couleurs. Et on pourrait faire une sorte de visite guidée. Pas vu beaucoup d'expos de Sam Francis dédiés. À Pompidou-Metz, j'en ai vu plusieurs, très beaux d'ailleurs. J'en ai vu quelques fois au Centre Pompidou Paris. J'aurais l'impression, j'ai pas révisé qu'il y en a au Musée d'Art Moderne, pas certain. Il faudrait jeter un œil. Par contre, je ne vais pas juste vous montrer des choses comme celui qui est derrière moi, c'est que à l'intérieur d'un même travail, voilà la dernière tension qui m'intéresse, il y a énormément de variétés. On peut penser, si on devait les départager, je fais toujours des comparaisons idiotes qui donnent du sens en fait. Pollock se répète beaucoup. Pollock a un système, ses tableaux sont loin d'être instinctifs, ils sont très travaillés. Par contre, chez Sam Francis, il y a quelque chose qui est sur plusieurs périodes qui est très très changeant, où on va passer du tout au tout. On pourrait reprocher, on va faire le reproche maintenant, il y a quelque chose d'un peu joli en fait, c'est Sam Francis qui séduit et qui, chez certains artistes contemporains, rebute. Il s'agit de se passer de l'idée de beau aussi, voilà une autre polarité qu'on va voir plus tard. Le travail de Sam Francis, vous voyez, entre cette série, là on est sur Opposite, 2,43 m sur 1,82 m. Donc vous êtes grand comme le tableau, vous devez avoir un rapport très frontal avec. Il y a quelque chose qui m'intéresse qui pourrait venir de Monet, c'est cette idée de fluidité. On a quelque chose de très liquide. Pour faire ça, il prend de la peinture très liquide. Vous voyez, on le voit, le petit jus qui est au fond, là. On va s'approcher, c'est ça qui est rigolo. Il y a un premier bol, vous prenez de la peinture, dans un bol, un peu d'eau, un peu d'essence ou d'huile si vous voulez faire de la peinture. Si vous voulez qu'elle soit pas brillante de l'essence, si vous voulez qu'elle brille un peu de l'huile, elle va sécher plus lentement, faut gérer toute cette histoire. Et oui, c'est comme une choucroute, hein, ça se fait pas comme ça et c'est meilleur qu'en circuit. Il y a quelque chose qui permet de travailler en surface, mais quelque chose qui m'intéresse de vous montrer déjà. Vous voyez, à première vue, vous allez dire, bah oui, c'est très liquide parce qu'on voit que ça coule. Effectivement, depuis Newton, l'eau coule vers le bas. C'est vrai. Mais regardez comment c'est fait quand on voit, si vous avez joué à faire des flaques d'eau ou des coulures comme ça coule vers le bas par endroits, mais pour avoir des grandes surfaces comme ça avec une couleur aussi transparente, il faut aussi le laisser sécher horizontalement. Et la peinture à l'huile, depuis la Renaissance, elle travaille verticalement. Avec Pollock, on vient de le voir sur l'image, elle travaille horizontalement.
Ce qui est intéressant, qui fait que Sam Francis va plus loin que cette première école américaine, c'est qu'il travaille à la fois horizontalement, à la fois verticalement. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir fait beaucoup de peinture pour savoir que quand on la remet à la verticale, il faut être sûr qu'elle soit bien sèche. Ça va nous donner des densités. Vous voyez, le rouge qui est là, il est très très fort, très contrasté, très puissant, c'est-à-dire contrasté, il est foncé par rapport au clair qui est à côté. Le foncé, ce n'est pas la couleur qui la donne, c'est la densité, l'opacité, mais aussi la densité de pigment. Et en même temps, il va rester très liquide. À première vue, si je dois mettre quelque chose de foncé, c'est pas de mettre du noir qui va foncer, c'est d'opposer une surface opaque à une surface très liquide, très transparente. Le pigment qui est dedans va compter. Mais là, il ajoute une astuce qui consiste à laisser sécher des couleurs transparentes pour qu'elles donnent de l'opacité. Et si vous baladez vos yeux sur la peinture, vous voyez qu'il y a, si on peut appeler ça, j'invente des mots à chaque fois, parce que c'est pas facile à compter, on est une sorte de tortue. Hein. Sur le côté, elles sont plus foncées, et puis plus elles vont dans le centre, plus elles sont transparentes. Cette transparence-là donne un effet de profondeur, il y a une sorte d'éloignement, et puis les tortues rouges viennent plutôt à la surface. On a quelque chose qui est assez simple, on dirait des osselets aussi qui s'évitent, il y a un jeu de vide, de dessin par le vide, il y a des formes oui, qui sont les unes sur les autres, et puis d'autres qui s'évitent. Quand on se balade dans les premières œuvres de Sam Francis, il y a une espèce de jeu, comme on a dans ces nénuphars de Monet, on a un jeu de flottement, où on ne sait pas si on voit quelque chose au travers d'un brouillard vertical ou si on voit quelque chose du dessus au travers de l'eau et avec des nénuphars qui cacheraient l'ensemble. Ça pourrait être montré à plat, et ça serait assez beau d'ailleurs. Et puis il y a un petit côté vertical quand même, avec des coulures et le bas qui est un peu clair. On a une couleur qui est puissante, on a une dimension de la toile qui est très importante, mais on a un jeu d'espace qui se fabrique avec ça. Dans la première période sur les 5 de Sam Francis, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est qu'on dirait une sorte de synthèse là, qui s'appelle le Big Red, de 3,4 m sur 1,93 m, c'est en haut à gauche de mon écran. On a, comme s'il avait la toile jaune, vous voyez, on a les tortues jaunes un peu partout, et puis il a bien laissé sécher, parce que je vous annonce aussi que si tu mets des macaronis bleus sur des tortues jaunes, eh ben, ça fait du vert. Il faut donc attendre. Ce n'est pas une peinture d'extrême vitesse comme celle de Pollock, d'énergie, même si Pollock lui-même construit sa toile en la laissant sécher aussi. Et puis par endroits, il va à nouveau revenir avec du rouge. Vous voyez, quelquefois, le rouge vient chercher le jaune, il vient le masquer, il est dessus, et quelquefois, il l'évite parce que Sam Francis avait laissé passer des formes de toile pure sur lesquelles il peut revenir en rouge. Il faut penser à l'avance qu'est-ce qui va être sur quoi. C'est parce que quand tu es complètement habillé, ce n'est pas le moment de penser à tes dessous, c'était avant. Il faut, quand on peint, même si on peint abstrait, il y a des temps de séchage, il y a des choses de recouvrement. Si je mets un jaune sur un bleu ou un bleu sur un jaune, ça ne fait pas tout à fait pareil. Ça a l'air pas beaucoup de métier, mais c'est quand même un peu... C'est comme la crème caramel, il ne faut pas s'y reprendre à deux fois. Il faut voir comment ce jeu... Alors le bleu suggère évidemment plus l'eau, plus la sensation d'espace. C'est très drôle de voir comment la couleur a tendance à nous parler différemment selon qu'elle est rouge recouverte de jaune ou bleu tout simplement, ou grignotée tout doucement par du noir. On a quelque chose sur le bord du cadre, et la notion de cadre est une autre notion qu'il faut aborder avec Sam Francis, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement de sens, on n'a pas tellement de choses, hein, je vous le disais un peu, qui tombent avec les gouttelettes qui fondent, mais on a quelque chose qui ici, bien qu'il y ait des gouttelettes, comme on est jaune sur blanc, ça vous arrache les yeux comme rien, et on a toutes nos tortues qui ont beau couler, on les voit plutôt flotter, on les voit plutôt du dessus, c'est la force de cette couleur. Et sans doute, cette force de couleur du blanc et du jaune est accentuée par le bord noir sur le côté. Un bon vieux contraste fait ressortir. Si vous savez, une des astuces de la peinture, et ça s'applique dans tous les domaines de la vie, vous savez, il ne suffit pas de mettre quelque chose de très clair. Ce n'est pas la peine de rajouter du blanc, du blanc, du blanc. Il faut mettre quelque chose de foncé à côté. Ce qui nous donne, c'est mon dernier conseil beauté de la journée, c'est ma recette de beauté, m'asseoir à côté d'une moche. Ça met toujours en valeur. Pas très gentil comme blague, mais vous comprenez l'effet de contraste. La deuxième partie du travail de Sam Francis, c'est ce jeu avec le cadre qui vient envahir. On est dans des fluidités, mais on va aller plus loin. On est dans des jeux de recouvrement. Et on voit une trace, comme si on avait un filtre avec un verre de lunettes qui vient masquer ce qui est devant nous. C'est là où la peinture devient plus complexe, il me semble, que celle
Pollock en un sens, il y a quelque chose à voir et quelque chose qui ne veut pas être vu. Et cette force du bleu, du rouge qui est derrière, le sacrifice de le dissimuler, c'est pas quelque chose du même ordre que Adreinhardt qui faisait du noir sur du noir sur du noir pour montrer un peu la beauté simple, comme l'art minimal qui va s'y intéresser. Là, il y a quelque chose de plus confus qui me fait vous dire que on dirait une gamme de couleurs à la David Hockney. C'est peut-être le bleu qui joue, mais peut-être aussi le jeu de contraste qui est assez fort. Hein. On a des couleurs qui sont comme Mondrian pourrait les utiliser, un bleu, un jaune, un rouge, mais beaucoup de variété à l'intérieur de la couleur. Ça, Mondrian ne le ferait pas du tout. Hockney le ferait davantage. Et beaucoup de jeux avec les contours, en fait. Beaucoup de jeux avec des formes qui viennent se heurter les unes dans les autres, se grignoter les unes dans les autres. Voilà la deuxième période qui s'ouvre. On est toujours très liquide, mais on est avec des formes qui sont un peu comme des papillons, un peu comme des vitraux, tout simplement parce que les formes s'évitent. Elles sont séparées les unes des autres. Et dans cette séparation des bleus, là aussi traités à plat, ils ont beau couler, il faut les laisser sécher parce que pour qu'ils deviennent opaques comme ça, on ne peut pas mettre de peinture épaisse. Vous allez voir, il y a une période où il va travailler en épais, mais là, il est encore très liquide. Et on a quelque chose qui, par recouvrement de cette transparence, donne une présence assez forte. Qu'est-ce qui donne cette présence? C'est la masse du bleu qui vient sur les bords, qui les évite, qui a l'air d'être une sorte de pâte à modeler ou de pâte à pain qui voudrait exploser le cadre, mais qui le respecte assez. Hein. Et on voit que ça a été repeint un petit peu. Là, le bord sort un peu, mais sort pas tout à fait. Il vient border. Mais c'est la couleur qui le borde, c'est pas un cadre qui vient de l'extérieur. Ce jeu avec le cadre, qu'est-ce qui est dehors, qu'est-ce qui est dedans, ça c'est la deuxième chose qui est fondamentale chez Sam Francis. Ce jeu de transparence et de jeu avec la couleur, mais ce jeu avec quelque chose qui veut sortir et qui veut entrer. Passionnant, passionnant. On pourrait penser à Nicolas de Stel aussi avec ce jeu de transparence, de superposition. Ça, il fait vraiment penser. Quand je vois ça, je pense au toit qu'il travaille. Et puis, il y a ce jeu de format, effectivement. Mais chez Nicolas de Stel, il y a l'envie de rester figuratif jusqu'au bout. On a une puissance de couleur invraisemblable. Je ne sais pas comment est réglé votre écran, mais l'effet de contraste va jouer très fort. Et c'est notre troisièmement qui se pointe. Voilà, le format de Sam Francis, regardez-en, allez les voir en vrai, c'est très, très impressionnant. Il faut, comme le monsieur ici, et c'est une des dernières tensions qu'on va aborder, s'il y a un rapport à la méditation, à l'Asie, qui va beaucoup plaire à Sam Francis, parce qu'après être revenu de France, il va aller au Japon, et travailler au Japon, et épouser deux Japonaises. Parce que ce qui commence à se préciser dans cette troisième période, c'est la place du blanc. Petit à petit, cette trouvaille géniale de Sam Francis, c'est que on ne peut pas dire, vous avez compris que j'aime bien ça, qu'il n'est pas talentueux dans la façon de jouer avec les superpositions, avec la forme des couleurs. Oui, on a l'impression que c'est vite fait, posé, mal fait, mais le jaune qui passe sous le orangé, qui est repris par l'espèce de brun, qui vient faire des traits, qui vient les faire disparaître, ça a l'air de rien, mais comme il y a du blanc à côté, on ne peut pas se louper de trop, il faut recommencer après. Alors, on a l'impression qu'il y a des espèces de masques aussi, vous voyez, il a dû mettre quelque chose qui masque comme un scotch avec du blanc pour avoir une espèce de netteté, pour que sinon, si tout est mouillé, ça ferait des sortes de patates molles qui ne permettraient pas d'avoir des blancs aussi nets que cela. Vous voyez, ici, on a des blancs dans lesquels du bleu coule, et puis ici, des blancs qui sont très nettement marqués par des traits de bleu très foncés. La troisième période de Sam Francis que je voudrais vous montrer, c'est ce jeu de vide qui va prendre de plus en plus d'importance, qui est comme une écriture du vide. Voilà, à l'intérieur de cette densité, il allège, il aère, c'est merveilleux. Il y a encore des éclaboussures, il y a un peu de rythme qui vient de là, qui vient casser ce jeu de masse, des empattements un peu plus forts. Voilà, je le redis, on est en pleine période, on est en 57, et c'est 67 qui va être le couronnement de Sam Francis, mais très tôt, il est reconnu. Son travail est exposé, montré dans les galeries à Paris quand il est dans sa période parisienne. Et on est au cœur d'un travail qui joue de ces tensions entre des oppositions. On a presque une écriture, presque une calligraphie, très très simple, avec presque rien, qui vient faire une sorte de zébrure de l'un et de l'autre. Voilà, Sam Francis, il fait beaucoup de recherches sur papier. Toujours l'ambiguïté aussi de quand tu fais quelque chose comme ça sur un papier, comment tu recopies? Est-ce que tu recopies à l'identique? On pourrait voir que cette espèce de vide qui se trace, c'est comme un chemin de neige qui vient retirer ou masquer le chemin très coloré qu'il y avait un peu partout. On voit que la troisième période que je vais vous montrer est très très riche. Et vous voyez ici, on commence à avoir plus de pattes, plus
de force dans le remplissage de la couleur. On avance un peu, les formes sont moins proches du bord, elles se décadrent, et on dirait une sorte de cerf-volant qui s'envole, on a l'air d'être en dessous, une espèce de mise en perspective des formes qui vont petit à petit, c'est celui qui est derrière moi, mais il est en miroir, fabriquer une espèce de pliage d'origami dans l'espace. On a quelque chose qui fait penser à une masse, une forme sculpturale qui est loin des coulures, des tapis de coulures qu'il y avait au début. Le voici dans son atelier à Arcueil, et c'est dans cette période-là, 57-58, où il va partir au Japon. La troisième période passionnante de Sam Francis, c'est la façon dont le vide va commencer à prendre de l'importance. C'est incroyablement audacieux de faire quelque chose comme ça. On est en 65, ça fait 2,59 m sur 1,82 m. Il n'y a presque rien de peint. Et vous reconnaissez que si vous aviez commencé par voir quelque chose comme ça, on est dans ma période 64-81, vous auriez gueulé un peu. Mais quand on voit que ce peintre-là vient de ça, on voit que son travail est un travail au long cours et que c'est ce jeu de tension entre l'impressionnisme de Monet, les surfaces et les grands rectangles de Matisse, on n'est pas loin de faire une espèce de synthèse entre les deux. Peut-être que la plus belle des couleurs, c'est celle où il n'y en a pas beaucoup. Et la force de ce blanc, elle vient du foncé qui est en haut, mais aussi du violacé qui fait une sorte d'indicatif très subtil, presque rien. Et c'est très drôle parce que quand on va dans un musée qu'on voit qu'un seul Sam Francis, les gens que j'ai pu emmener qui ne le connaissaient pas disent oui, bon, c'est un peu radicalement rien. Mais cette espèce d'économie de presque rien, vous voyez, c'est pas tracé à la règle, c'est pas du Mondrian. Je serais très intéressé de quelqu'un s'amuser à les exposer côte à côte, ou le Max Bill, le Suisse dans la continuité de Joseph Albers. Voilà, on a presque rien. Celui-là est au Centre Pompidou aussi. Cette forme blanche qui, en plus, a l'air dans l'espace en perspective, c'est la troisième période que je voulais vous montrer là. J'ai explosé mon temps. Quoique je me suis donné 40 minutes, j'ai l'impression que je vais me donner 50 minutes. Du moment que je ne déborde pas d'une heure, ça va nous suffire. Pardon pour ceux qui seraient pressés. Voilà, on est avec de l'acrylique, c'est-à-dire quelque chose qui sèche beaucoup plus vite, une matière qui vient d'arriver dans ces années d'après-guerre 50-60. C'est comme de la colle, on va dire, comme de la colle à bois Sader qui va, avec du pigment dedans, sécher très vite, être très très résistante. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on a à peu près 100 ans d'ancienneté, même pas, 70, pour savoir combien de temps ça dure et est-ce qu'on ne va pas retrouver la peinture séparée de son support comme une peau de banane de sa banane. Voilà, en 67, on y est, à Houston. C'est une photo qui me sert de repère, mais qui n'est pas l'exposition de Houston. On a une exposition où il est célébré, et c'est assez important. J'oublie de dire quelque chose de très mignon, c'est que la femme d'Henri Matisse achète une peinture de Sam Francis en 52. Pas un repère, mais quand même. C'est à ce moment-là qu'il va basculer. Il va aussi dans le sud de la France, il n'est pas qu'à Paris, et être marqué à Aix-en-Provence par la force de la lumière du sud. Puis il va aller au Japon. Et en effet, ces deux épouses ont été japonaises. Et vous voyez, il y a un petit changement si vous êtes observatrice. C'est tout simplement qu'on a encore nos cadres blancs, assez nets ici, et cette netteté est cassée par quelques crachouillis par-ci par-là. Et là, on commence à retrouver de la fluidité. Nous voici entrés dans la quatrième période. Accrochez-vous, vous allez me dire, j'ai pas aimé jusque-là. Ça va te plaire, public. De la couleur liquide, une palette qui ressemble plus à une palette d'avant, une palette acrylique qui peut permettre de travailler très vite en mettant beaucoup de couleurs et en allant vite parce que ça sèche. Par contre, dès que c'est sec, on peut superposer, on peut revenir par-dessus. On voit une peinture qui n'est plus celle fluide à l'huile de ses débuts. Là, on a quelque chose qui a l'air plutôt travaillé à plat, plutôt avec un jeu comme un jaune d'œuf étalé et qu'on laisserait sécher, mais avec, vous le voyez, ça c'est très passionnant, nettement posé, diffus, net, mais à côté de quelque chose de mouillé. Et donc, c'est une petite frontière qui n'est pas exactement la même. Je vous montre ça parce que c'est pas pour tirer des petits poils de pinceau de Sam Francis, c'est qu'une peinture abstraite, on ne la commande pas en disant juste j'aime, j'aime pas, c'est qu'elle est faite avec des moyens, avec une réflexion sur ces moyens, avec un jeu ici sur le vide en fait. C'est tout autant ce qui est peint, et c'est la densité avec laquelle c'est peint qui permet que le vide marche, je trouve.
Sinon, on pourrait se lâcher en disant que celle-ci ne marche pas beaucoup. Heureusement qu'il y a le petit vert en bas, il redresse un peu l'ensemble. Mais le petit rideau bleu et rouge, le noir en plein milieu, la netteté fait que ce n'est pas aussi fort. Là, c'est la forme en perspective qui lui donne une force, mais ici, c'est du petit éclat inattendu, la façon dont c'est la torsion du cadre, et puis de l'autre côté qu'il bave de la même façon en bas. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Il y a quelque chose qui peut être jugé, en fait, qui n'est pas juste de mon goût, mais de regarder comment les moyens sont employés pour faire comprendre ce vide, pour faire comprendre ce cadre, puisque c'est là mon quatrième monde, c'est que la peinture d'après le Japon va devenir de plus en plus épurée, de plus en plus simplifiée. On pourrait penser rapidement comme à des peintures, voilà quelqu'un qui a aimé le Japon tout autant, de Henri Michaud, comme une espèce de signe de calligraphie, vite faite, mais il y a quelque chose de doublement passionnant. À la fois, c'est des petites chure de mouches colorées, mais qui évitent une forme, et par cet évitement, lui donnent beaucoup de force. On voit ces deux carrés plus forts qu'ils s'ils étaient tracés. Voilà pourquoi on fait un cadre avant de commencer. On va mettre en valeur quelque chose qui, dans un dessin qu'on va faire, va jouer avec ça. Et ce jeu du cadre, on l'a vu dans le troisièmement, il est toujours présent. Mon quatrièmement, c'est celui de ce vide avec ce presque rien. Et vous allez être très étonné par la dernière période. Je suis en 73, là j'ai bien avancé dans le temps. Et on a un artiste qui fait notre jonction 67-81 et qui montre, je crois, qu'il y a polarité entre deux choses. Voilà, petit à petit, les cadres s'accumulent, puis s'accumulent, puis s'accumulent. On dirait qu'il a mis des scotch pour faire des protections et que par-dessus, il est venu travailler par-dessus. Travailler à l'endroit où il n'y a pas le scotch, je vais y arriver. Et que ce jeu de cadre n'est pas du tout répétitif. Ici, il est un peu tournant. Le rectangle central n'est pas si central que ça et pas si rectangle que ça, alors qu'ici, les carrés sont jumeaux. On a des choses qui sortent du cadre. Ce n'était pas arrivé beaucoup. Et ils ont l'air de rentrer, d'être comme des sortes de pressions, de tensions qui viennent l'une sur l'autre. Sam Francis va faire des céramiques au Japon. Il va beaucoup travailler sur cette idée de coulure que vous connaissez sans doute dans la façon de faire de la céramique japonaise. Le voici en photo. On a un très bon site de sa fondation où on voit son travail et on voit à quel point c'est très grand, surtout dans son atelier. On voit que les chevalets ont disparu et que les tableaux sont verticaux et horizontaux. La double tension qui nous sert aussi de repère. Comment travailler verticalement, horizontalement, ça a l'air malin. La cinquième période, c'est celle du retour à la très grande puissance de la couleur. Les Sam Francis des années 70 sont très très puissants, très étonnants en fait. On est dans une espèce d'éclaboussure à la Pollock, mais on voit cette trame de ligne derrière, de gros scotch, on pourrait l'appeler comme ça, qui fait que ça se retient très fortement, l'espèce de ligne, vous voyez ici, ligne là, tout le réseau qui est derrière, ou la résille, on pourrait dire, soutient la peinture pour lui donner une sorte de composition, comme s'il y avait des lignes de force, comme si on composait une pièce de théâtre, tous les personnages n'arrivent pas en même temps, il faut ménager du temps, et là, nous, les peintres, on ménage de la surface et de l'espace, et donc on peut se permettre d'avoir toutes ces éclaboussures, tout simplement parce que la structure qui est derrière est très très puissante. Elle n'est pas obligée d'être apparente, la structure. Quelquefois, c'est peut-être même mieux qu'on la voit pas trop. Mais on a envie, quand on voit un Sam Francis, on a envie d'en voir plein, parce qu'il se répète jamais, et que le bémol que je vous indiquais de faire quelque chose qui soit presque un peu trop joli, trop painterly, justement, trop peinture, ben, on ne va pas se priver du plaisir de montrer que dans l'art contemporain, il y a aussi cette polarité-là d'aller vers la peinture, vers le graphisme pur, et en même temps vers la couleur, vers l'absence de graphisme, à l'intérieur de la peinture. Voilà, les derniers, on est en 77, on a une formule qui est très belle. Voilà, lors de l'exposition au Muséum de Houston en 67, Swansea, un critique, dit « Les tons de l'aurore, ceux du couchant, la couleur, la lumière, la forme des nuages évoluant sans contrainte, objet que saisit l'intuition, la profondeur, l'espace, la distance infinie au-dessus et derrière les nuages qu'on entrevoit dans leur percée, ce sont là les sources d'inspiration pour Francis. » Et je redis ça en un mot, ton de l'aurore, le couchant, la couleur, la lumière, les nuages qui changent, qui bougent et qui sont saisis intuitivement, c'est la source naturelle d'inspiration. Et l'article du livre de Ferrier ajoute
une chose merveilleuse. Il dit ce sont à peu près les mêmes termes que Clémenceau emploie pour rendre hommage aux Tuileries et aux nymphéas de Monet. Là, le dernier Sam Francis, le voici en train de peindre avec des grands pinceaux comme un artiste japonais à l'encre. Ce sont des trames encore plus puissantes. On était dans les cadres et les cadres étaient très forts. Vous avez 5 morceaux. Le 5e vaut son pesant de cacahuètes. La grille est très marquante. Vous vous rappelez peut-être que cette grille va avec le jeu moderne et avec le système de préfabrication des bâtiments, avec le système de rangement un peu automatique de l'espace. Et il y a chez Sam Francis un jeu avec cette grille, avec la disparition de cette grille ou avec l'affirmation de cette grille. Quand on est face à ça, on met du temps à découvrir qu'il y a une grille derrière. Et petit à petit, les derniers Sam Francis sont en pleine bavure. Le voici au Japon en train de faire un truc invraisemblable. Il a fait des peintures dans le ciel en équipant certains avions de couleur. J'ai débordé. J'ai montré un peu de John Mitchell, mais celles qui seraient là, et ceux, j'espère aussi, qui s'intéressent aux artistes féminines, m'en voudraient de ne pas en montrer plus. Les Monet du départ, et voici John Mitchell qui donc vient vivre à Vétheuil, tout près de l'endroit où Monet travaillait, bien après sa mort évidemment. Travaille en très grand, travaille avec des choses au pastel, effacées, reprises par-dessus, travaille avec des choses beaucoup plus énergiques, énervées que Sam Francis, beaucoup moins calme, beaucoup moins dans l'encre, dans la fluidité, mais de couleurs tout aussi belles, en train de jouer avec les empêchements, si vous voyez, une touche de vert sur du bleu, sur du rouge, des choses que cette dame a raison de regarder de près. On est dans quelque chose qui nous emporte puissamment et qui en même temps doit être vu de près pour regarder comment c'est fait, comment ce jeu d'écriture a l'air d'être vite fait, mal fait et en même temps très posé, très pensé. Voilà, Vétheuil. Voilà ce jeu de disparition qui serait presque un clin d'œil à Rothko, à l'effacement. Et j'ai mis un vrai Monet au milieu, le Monet du brouillard de Vétheuil, justement. John Mitchell, un vrai talent également, qui travaille avec le peintre canadien Riopel, qui va être son compagnon. Ils vont se disputer, il va revenir aussi. Regardez également le travail de Riopel. Voilà les tensions qui peuvent s'agiter en ce début d'épisode sur polarité, comment on passe d'un héritage ancien à un nouveau, comment on passe de l'Europe à l'Asie et à l'Amérique. Voilà ce qui est propre à notre histoire d'art contemporain de 64 à 81. Et je vous dis à demain.